Bonsoir, c'est moi encore. Eh bien, je suis là pour poursuivre la lecture du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. J'espère que ce livre vous plaît, que vous êtes heureux que je vous le lise cette nuit. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je continue donc. Le Capitaine Fracasse, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais qui s'appelle Sigognac pour le moment, tente sa chance et décide de partir avec cette troupe de comédiens qui est venue chez lui par hasard pour enfin aller à Paris et peut-être sortir de sa condition de misère. Pendant ces préparatifs, Belzébuth et Miro, son chien et son chat, comprenant qu'il se passait quelque chose d'insolite, allaient et venaient d'un air effaré et soucieux, cherchant dans leur obscure cervelle d'animaux à se rendre compte de la présence de tant de gens dans un lieu ordinairement si désert. Le chien courait vaguement de Pierre à son maître, les interrogeant de son œil bleuâtre et grommelant après les inconnus. Le chat, plus réfléchi, flairait d'un nez circonspect les roues, examinait d'un peu plus loin les bœufs, dont la masse lui imposait et qui, par un mouvement de cornes imprévu, lui faisait prudemment exécuter un saut en arrière, puis il allait s'asseoir sur son derrière, en face du vieux cheval blanc, avec lequel il avait des intelligences, et semblait lui faire des questions. La bonne bête penchait sa tête vers le chat, qui levait la sienne. Et brochant ses barres grises hérissées de longs poils, sans doute pour broyer quelques brins de fourrage engagés entre ses vieilles dents, semblait véritablement parler à son ami félin. Que lui disait-il ? Démocrite, qui prétendait traduire le langage des animaux, eût pu seul le comprendre. Toujours est-il que Belzébuth, après cette conversation tacite qu'il communiqua à Miro par quelques miaulements, par quelques clignements, j'invente en fait le livre, c'est n'importe quoi, par quelques clignements d'œil et 2 ou 3 petits cris plaintifs, parut être fixé sur le motif de tout ce remue-ménage. Quand le baron fut en selle et eut rassemblé les courroies de la bride, Miro prit la droite de Belzébuth la gauche du cheval, et le sire de Sigognac sortit du château de ses pairs entre son chien et son chat. Pour que le prudent matou se fût décidé à cette hardiesse si peu habituelle à sa race, il fallait qu'il eût deviné quelque résolution suprême. Au moment de quitter cette triste demeure, Sigognac se sentit le cœur oppressé douloureusement. Il embrassa encore une fois du regard ces murailles noires de vétusté et vertes de mousse dont chaque pierre lui était connue. Ces tours aux girouettes rouillées qu'il avait contemplées pendant tant d'heures d'ennui de cet œil fixe et distrait qui ne voit rien, les fenêtres de ces chambres dévastées qu'il avait parcourues comme le fantôme d'un château maudit ayant presque peur du bruit de ses pas, ce jardin inculte où sautelait le crapaud sur la terre humide, où se glissait la couleuvre parmi les ronces, cette chapelle au toit effondré, aux arceaux croulants qui obstruaient de ses décombres les dalles verdies sous lesquelles reposaient côte à côte son vieux père et sa mère. Gracieuse image, confuse comme le souvenir d'un rêve, à peine entrevue au premier jour de l'enfance. Il pensa aussi au portrait de la galerie qui lui avait tenu compagnie dans sa solitude et sourit pendant 20 ans de leur immobile sourire. Au chasseur de Halbrand de la tapisserie, à son lit à quenouilles dont l'oreiller s'était si souvent mouillé de ses pleurs. Toutes ces choses vieilles, misérables, maussades, rechignées, poussiéreuses, somnolentes, qui lui avaient inspiré tant de dégoût et d'ennui, lui paraissaient maintenant pleines d'un charme qu'il avait méconnu. Il se trouvait ingrat envers ce pauvre vieux Castel démantelé qui pourtant l'avait abrité de son mieux et s'était, malgré sa caducité, obstiné à rester debout pour ne pas l'écraser de sa chute, comme un serviteur octogénaire qui se tient sur ses jambes tremblantes tant que le maître est là, 1000 amères douceurs, 1000 tristes plaisirs, 1000 joyeuses mélancolies lui revenaient en mémoire.
L'habitude, cette lente et pâle compagne de la vie, assise sur le seuil accoutumé, tournait vers lui ses yeux noyés d'une tendresse morne, en murmurant d'une voix irrésistiblement faible un refrain d'enfance, un refrain de nourrice, et il lui sembla, en franchissant le porche, qu'une main invisible le tirait par son manteau pour le faire retourner en arrière. Quand il déboucha de la porte, précédant le chariot, une bouffée de vent lui apporta une fraîche odeur de bruyère lavée par la pluie, doux et pénétrant arôme de la terre natale. Une cloche lointaine tintait, et les vibrations argentines arrivaient sur les ailes de la même brise avec le parfum des landes. Ça en était trop, et Sigognac, pris d'une nostalgie profonde, quoiqu'il fût à peine à quelques pas de sa demeure, fit un mouvement pour tourner bride. Le vieux bidet ployait déjà son col dans le sens indiqué avec plus de prestesse que son âge ne semblait le permettre. Miro et Belzébuth levèrent simultanément la tête, comme ayant conscience des sentiments de leur maître, et, suspendant leur marche, arrêtèrent sur lui des prunelles interrogatrices. Mais cette demi-conversation eut un résultat tout différent de celui qu'on eût pu attendre, car il fit rencontrer le regard de Sigognac avec celui d'Isabelle, et la jeune fille chargea le sien d'une langueur si caressante et d'une muette prière si intelligible que le baron se sentit pâlir et rougir. Il oublia complètement les murs lézardés de son manoir, et le parfum de la bruyère et la vibration de la cloche, qui cependant continuait toujours ses appels mélancoliques, donna une brusque saccade de bride à son cheval et le fit se porter en avant d'une vigoureuse pression de bottes. Le combat était fini. Isabelle avait vaincu. Le chariot s'engagea dans la route dont on a parlé à la première de ces pages, faisant fuir des ornières pleines d'eau les rainettes effarées. Quand on eut rejoint la route et que les bœufs, sur un terrain plus sec, purent faire mouvoir moins lentement la lourde machine à laquelle ils étaient attelés, Sigognac passa de l'avant-garde à l'arrière-garde, ne voulant pas marquer une assiduité trop visible auprès d'Isabelle, et peut-être aussi pour s'abandonner plus librement aux pensées qui agitaient son âme. Les tours en poivrière de Sigognac étaient déjà cachées à demi derrière les touffes d'arbres. Le baron se haussa sur sa selle pour les voir encore, et en ramenant les yeux à terre, il aperçut Miro et Belzébuth, dont les physionomies dolentes exprimaient toute la douleur que peuvent montrer des masques d'animaux. Miro, profitant du temps d'arrêt nécessité par la contemplation des tourelles du manoir, roidit ses vieux jarrets détendus et essaya de sauter jusqu'au visage de son maître afin de le lécher une dernière fois. Sigognac, devinant l'intention de la pauvre bête, le saisit à la hauteur de sa botte par la peau trop large de son col, l'attira sur le pommeau de sa selle et baisa le nez noir et rugueux comme une truffe de Miro, sans essayer de se soustraire à la caresse humide dont l'animal reconnaissant lustra la moustache de l'homme. Pendant cette scène, Belzébuth, plus agile et s'aidant de ses griffes acérées encore, avait escaladé de l'autre côté la botte et la cuisse de Sigognac et présentait au niveau de l'arçon sa tête noire et souriée, faisant un ronron formidable et roulant ses grands yeux jaunes. Il implorait aussi un signe d'adieu. Le jeune baron passa 2 ou 3 fois sa main sur le crâne du chat qui se haussait et se poussait pour mieux jouir du grattement amical. Nous espérons qu'on ne rira pas de notre héros, ni si nous disons que les humbles preuves d'affection de ces créatures privées d'âme, mais non de sentiments, lui firent éprouver une émotion bizarre, et que 2 larmes montèrent du cœur avec un sanglot, tombèrent sur la tête de Miro et de Belzébuth, et les baptisèrent amis de leur maître, dans le sens humain du terme. Les 2 animaux suivirent quelque temps de l'œil Sigognac qui avait mis sa monture au trot
pour rejoindre la charrette et, l'ayant perdu de vue à un détour de la route, reprirent fraternellement le chemin du manoir. L'orage de la nuit n'avait pas laissé sur le terrain sablonneux des Landes les traces qui dénotent les pluies abondantes dans des campagnes moins arides. Le paysage, rafraîchi seulement, offrait une sorte de beauté agreste. Les bruyères, nettoyées de leurs couches de poudre par l'eau du ciel, faisaient briller au bord des talus leurs petits bourgeons violets. Les ajoncs reverdis balançaient leurs fleurs d'or. Les plantes aquatiques s'étalaient sur les mares renouvelées. Les pins, eux-mêmes, secouaient moins funèbrement leur feuillage sombre et répandaient un parfum de résine. De petites fumées bleuâtres montaient gaiement du sein d'une touffe de châtaigniers, trahissant l'habitation de quelques métayers. Et sur les ondulations de la plaine déroulée à perte de vue, on apercevait, comme des taches, des moutons disséminés sous la garde d'un berger rêvant sur ses échasses. Au bord de l'horizon, pareil à des archipels de nuages blancs ombrés d'azur, apparaissaient les sommets lointains des Pyrénées, à demi estompés par les vapeurs légères d'une matinée d'automne. Quelquefois, la route se creusait entre deux escarpements dont les flancs éboulés ne montraient qu'un sable blanc comme de la poudre de grès et qui portaient sur leur crête des tignasses de broussailles, de filaments enchevêtrés fouettant au passage la toile du chariot. En certains endroits, le sol était si meuble qu'on avait été obligé de le raffermir par des troncs de sapin posés transversalement, occasion de chaos qui faisaient pousser des hauts cris aux comédiennes. D'autres fois, il fallait franchir sur des ponceaux tremblants les flaques d'eau stagnantes et les ruisseaux qui coupaient le chemin. À chaque endroit périlleux, Sigognac aidait à descendre de voitures Isabelle, plus timide ou moins paresseuse que Séraphine et la duègne. Quant au tyran et à Blasius, ils dormaient insouciamment ballottés entre les coffres, en gens qui en avaient bien vu d'autres. Le matamor marchait à côté de la charrette pour entretenir par l'exercice sa maigreur phénoménale, dont il avait le plus grand soin, et à le voir de loin, levant ses longues jambes, on l'eût pris pour un faucheux marchant dans les blés. Il faisait de si énormes enjambées qu'il était souvent obligé de s'arrêter pour attendre le reste de la troupe. Ayant pris dans ses rôles l'habitude de porter la hanche en avant et de marcher fendu comme un compas, il ne pouvait se défaire de cette allure ni à la ville, ni à la campagne, et ne faisait que des pas géométriques. Les chars à bœufs ne vont pas vite, surtout dans les Landes, où les roues ont parfois du sable jusqu'au moyeu, et dont les routes ne se distinguent de la terre vague que par des ornières d'1 ou 2 pieds de profondeur. Et quoique ces braves bêtes, courbant leur col nerveux, se poussassent courageusement contre l'aiguillon du bouvier, le soleil était déjà assez haut monté sur l'horizon qu'on n'avait fait que 2 lieues, des lieues de pays, il est vrai, aussi longues qu'un jour sans pain, et pareilles aux lieues qu'au bout de 15 jours durent marquer les stations amoureuses des couples, chargés par Pantagruel de poser des colonnes miliaires dans son beau royaume de Myrbalais. Les paysans qui traversaient la route, chargés d'une botte d'herbe ou d'un fagot de bourrée, devenaient moins nombreux et la lande s'étalait dans sa nudité déserte, aussi sauvage qu'un Despo Blado d'Espagne ou qu'un Pampa d'Amérique. Sigognac jugea inutile de fatiguer plus longtemps son pauvre vieux roussin. Il sauta à terre et jeta les guides aux domestiques, dont les traits basanés laissaient apercevoir à travers 20 couches de hâle la pâleur d'une émotion profonde. Le moment de la séparation du maître et du serviteur était arrivé, moment pénible, car Pierre avait vu naître Sigognac
et remplissait plutôt auprès du baron le rôle d'un humble ami que celui d'un valet. « Que Dieu conduise votre seigneurie, dit Pierre, en s'inclinant sur la main que lui tendait le baron, et lui fasse relever la fortune des Sigognac. Je regrette qu'elle ne m'ait pas permis de l'accompagner. Qu'aurais-je fait de toi, mon pauvre Pierre, dans cette vie inconnue où je vais entrer, avec si peu de ressources? Je ne puis véritablement charger le hasard du soin de 2 existences. Au château, tu vivras toujours à peu près. Nos anciens métayers ne laisseront pas mourir de faim le fidèle serviteur de leur maître. D'ailleurs, il ne faut pas mettre la clé sous la porte du manoir des Sigognac et l'abandonner aux orfraies et aux couleuvres comme une masure visitée par la mort et hantée des esprits. L'âme de cette antique demeure existe encore en moi, et tant que je vivrai, il restera près de son portail un gardien pour empêcher les enfants de viser son blason avec les pierres de leur fronde. Le domestique fit un signe d'assentissement, car il avait, comme tous les anciens serviteurs attachés aux familles nobles, la religion du manoir seigneurial, et Sigognac, malgré ses lézardes, ses dégradations et ses misères, lui paraissait encore un des plus beaux châteaux du monde. Et puis, ajouta en souriant le baron, qui aurait soin de Bayard, de Miraut et de Belzébuth. « C'est vrai, maître, répondit Pierre. Et il prit la bride de Bayard, dont Sigognac flattait le col avec des plamussades, en manière de caresse et d'adieu. En se séparant de son maître, le bon cheval hennit à plusieurs reprises. Et longtemps encore, Sigognac put entendre, affaibli par l'éloignement, l'appel affectueux de la bête reconnaissante. Sigognac, resté seul, éprouva la sensation des gens qui s'embarquent et que leurs amis quittent sur la jetée du port. C'est peut-être le moment le plus amer du départ. Le monde où vous viviez se retire, et vous vous hâtez de rejoindre vos compagnons de voyage, tant l'âme se sent dénuée et triste, et tant les yeux ont besoin de l'aspect d'un visage humain. Aussi allongea-t-il le pas pour rejoindre le chariot qui roulait péniblement en faisant crier le sable où ses roues traçaient des sillons comme des socs de charrue dans la terre. En voyant Sigognac marcher à côté de la charrette, Isabelle se plaignit d'être mal assise et voulut descendre pour se dégourdir un peu les jambes. Disait-elle, mais en réalité, dans la charitable intention de ne pas laisser le jeune seigneur en proie à la mélancolie et de le distraire par quelques joyeux propos. Le voile de tristesse qui couvrait la figure de Sigognac se déchira comme un nuage traversé d'un rayon de soleil. Lorsque la jeune fille vint réclamer l'appui de son bras afin de faire quelques pas sur la route unie en cet endroit. Ils cheminaient ainsi, l'un près de l'autre, Isabelle récitant à Sigognac quelques vers d'un de ses rôles dont elle n'était pas contente et qu'elle voulait lui faire retoucher, lorsqu'un soudain éclat de trompe retentit à droite de la route dans les halliers, les branches s'ouvrirent sous le poitrail des chevaux abattant les geôliers, et la jeune Yolande de Foix apparut au milieu du chemin dans toute sa splendeur de Diane chasseresse. L'animation de la course avait amené un incarnat plus riche à ses joues. Ses narines roses palpitaient et son sein battait plus précipitamment sous le velours et l'or de son corsage. Quelques accrocs à sa longue jupe, quelques égratignures au flanc de son cheval prouvaient que l'intrépide Amazone ne redoutait ni les fourrés ni les broussailles, quoique l'ardeur de la noble bête n'eût pas besoin d'être excitée et que des nœuds de veines gonflés d'un sang généreux se tordissent sur un col blanc d'écume. Elle lui chatouillait la croupe du bout d'une cravache dont le pommeau était formé d'un améthyste gravé à son blason, ce qui faisait exécuter à l'animal des sauts et des courbettes, à la grande admiration de 3 ou 4 jeunes gentilshommes richement costumés et montés
qui applaudissait à la grâce hardie de cette nouvelle Bradamante. Bientôt, Yolande rendait la main à son cheval. Rendant la main à son cheval, fit cesser ses semblants de défense et passa rapidement devant Sigognac, sur qui elle laissa tomber un regard tout chargé de dédain et d'aristocratique insolence. « Voyez donc, dit-elle aux 3 godelureaux qui galopaient après elle, le baron de Sigognac qui s'est fait chevalier d'une bohémienne. » Et le groupe passa avec un éclat de rire dans un nuage de poussière. Sigognac eut un mouvement de colère et de honte et porta vivement la main à la garde de son épée. Mais il était à pied et c'eût été folie de courir après des gens à cheval. Et d'ailleurs, il ne pouvait provoquer Yolande en duel. Une œillade langoureuse et soumise de la comédienne lui fit bientôt oublier le regard hautain de la châtelaine. La journée s'écoula sans autre incident, et l'on arriva vers les 4 heures au lieu de la dîner et de la coucher. La soirée fut triste à Sigognac, les portraits avaient l'air encore plus maussades et plus rébarbatifs qu'à l'ordinaire, ce qu'on n'eût pas cru possible. L'escalier retentissait plus sonore et plus vide. Les salles semblaient s'être agrandies et dénuées et dénudées. Le vent piaulait étrangement dans les corridors et les araignées descendaient du plafond au bout d'un fil, inquiètes et curieuses. Les lézardes des murailles bâillaient largement comme des mâchoires distendues par l'ennui. La vieille maison démantelée paraissait avoir compris l'absence du jeune maître et s'en affligeait. Sous le manteau de la cheminée, Pierre partageait son maigre repas entre Miraut et Belzébuth, à la lueur fumeuse d'une chandelle de résine, et dans l'écurie, on entendait Bayard tirer sa chaîne et tiquer contre sa mangeoire. Et voilà pour la fin de ce chapitre. Je vais donc, moi, m'arrêter là. C'était le capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Mais cette lecture va être poursuivie par la charmante Laura, que j'apprécie beaucoup, qui doit déjà être arrivée et qui va poursuivre donc cette lecture. Je vous embrasse très fort et à bientôt.